Quand on pense à la Grèce antique, l'image qui vient tout de suite, c'est celle des philosophes, du Parthénon, bref, le berceau de la raison. Mais si cette image si parfaite, si lumineuse, cachait en fait une histoire beaucoup plus étrange, plus sombre et, au fond, bien plus humaine. C'est ce qu'on va aller voir ensemble. Et cette phrase de William James, elle résume parfaitement l'idée. C'est en allant fouiller un peu au-delà de la logique pure qu'on peut commencer à comprendre comment les Grecs eux-mêmes voyaient ces forces irrationnelles qui nous animent tous. C'est le stéréotype classique, on est d'accord? La Grèce, c'est l'ordre contre le chaos, la pensée claire contre le mythe obscur. C'est un peu l'image d'Épinal qu'on a tous en tête. Ah, voilà qui résume tout. Cette petite anecdote, elle capture bien cette idée d'une culture presque froide dans sa perfection. Mais la question c'est, est-ce que c'est vraiment toute l'histoire? Ou est-ce que ce rationalisme n'est que la partie visible d'un iceberg beaucoup plus complexe? Alors, pour trouver la première faille dans ce grand mythe de la rationalité, il faut remonter le temps, très loin en arrière, dans le monde des héros d'Homère. Allons-y. Pour piger cette mentalité, il y a un mot absolument clé à connaître, l'athée. Attention, ce n'est pas juste une erreur de jugement. Pour les gens de cette époque, c'est une véritable intervention psychique. En gros, une force divine qui rentre dans votre tête et vous pousse à faire n'importe quoi. L'exemple parfait, c'est Agamemnon dans l'Iliade. Il fait une erreur monumentale. Et sa défense, ce n'est pas ma faute. Il dit que Zeus et le destin l'ont aveuglé, qui lui ont envoyé cette fameuse Athée. Il ne se perçoit pas comme l'auteur de sa bêtise, mais comme la victime d'une force extérieure. L'irrationnel vient d'ailleurs. Et là, on touche à une question absolument fondamentale. Cette vision du monde, elle est à des années-lumière de nos concepts de libre arbitre ou de responsabilité personnelle. C'est un changement de perspective radical. Sauf qu'après Homère, les choses changent. Un vrai tournant culturel s'opère. Et le regard sur l'irrationnel devient plus intérieur, plus personnel et beaucoup plus angoissant. On assiste à un véritable basculement psychologique. On passe d'une culture de la honte, où le pire c'est de perdre la face devant les autres, à une culture de la culpabilité, où la peur est bien plus profonde. C'est la peur d'une faute invisible qui va offenser les dieux. Et au cœur de cette nouvelle angoisse, il y a ce concept franchement terrifiant, le miasme. Imaginez une sorte de pollution spirituelle, invisible, mais ultra contagieuse. Une tâche qui ne peut être lavée que par des rituels très complexes, souvent dictés par l'oracle de Delphes par exemple. L'univers mental des Grecs de cette période est donc bien loin de l'image du début. C'est un monde rempli d'anxiété. Un monde où l'on craint la jalousie des dieux, si on réussit un peu trop, et où l'on voit des démons maléfiques un peu partout. Mais attention, il ne faut pas faire de raccourcis. Pour les Grecs, tout ce qui est irrationnel n'est pas forcément négatif, loin de là. Certains états de folie étaient même considérés comme un cadeau des dieux. Platon, rien que lui, a identifié 4 formes de cette bonne folie. Perdre le contrôle, ça pouvait être le chemin vers la connaissance divine, comme pour la Pythie de Delphes, ou vers une libération psychologique, comme dans les rites de Dionysos, ou même vers la créativité et la passion amoureuse. Cette citation de l'Odyssée, elle illustre ça à merveille. Le poète ne dit pas « j'ai beaucoup travaillé pour écrire ça ». Non, il dit « ça m'est été donné ». L'inspiration, ce n'est pas vu comme un produit de l'intellect, mais comme une voix qui vient d'ailleurs, une force divine qu'on ne contrôle pas. Et le fameux culte de Dionysos, avec ses danses et ses transes, avait une fonction sociale essentielle. C'était une sorte de soupape de sécurité. Ça permettait de canaliser et de libérer les pulsions irrationnelles dans un cadre bien précis, pour éviter qu'elles n'explosent de manière chaotique dans la société. Et on arrive maintenant au moment le plus surprenant de cette histoire. Parce qu'après l'apogée du rationalisme grec, on pourrait s'attendre à la victoire finale de la raison. Eh bien, c'est exactement le contraire qui s'est produit. Regardez ce qui se passe. La tendance est juste stupéfiante. Alors que la philosophie et la science atteignent des sommets, on voit en parallèle un retour en force de la magie, de la superstition. On grave des malédictions sur des plaques de plomb, on se fie aux astres, et une véritable terreur des forces occultes s'installe. Et c'est ça le grand paradoxe. Loin de mettre fin aux superstitions, l'âge d'or d'Athènes a en quelque sorte provoqué, en réaction, une vague de croyances irrationnelles encore plus fortes dans les siècles qui ont suivi. Alors pourquoi ? L'auteur de notre source, E.R. Dodds, a une hypothèse psychologique très forte. Pour lui, le rationalisme a créé une société où l'individu doit faire ses propres choix sans le filet de sécurité des vieilles traditions. Et ce fardeau de la liberté était peut-être tout simplement trop lourd à porter pour beaucoup. Au final, l'héritage grec est bien plus complexe que le simple mythe de la raison triomphante. C'est le reflet d'une lutte qui est profondément humaine, notre propre combat intérieur. Cette tension constante entre la volonté de tout comprendre et la reconnaissance de ces forces mystérieuses qui nous animent.
On va se quitter sur cette question de Dodds, qui a une résonance assez troublante aujourd'hui. Quand on a l'impression que la rationalité recule, d'où vient le problème? Est-ce qu'il faut blâmer nos pulsions irrationnelles, le cheval, ou bien notre incapacité à les comprendre et à les guider, le cavalier? La question reste ouverte.